Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais échanger avec Thibaut sur le thème de la dure réalité du marché des cryptos. Parce qu'au final, on a beau dire, on a beau faire, quand tout va bien, c'est l'argent facile, l'argent miracle, les lambeaux sur les réseaux sociaux. Mais aussi faire un point avec lui sur là où on en est dans le bear market. Parce que là, on commence à avoir ramassé pas mal. Donc, on a plusieurs années de bear market. On n'en voit pas forcément le bout, tout du moins à court terme, même moyen terme. Et donc, c'était pour échanger avec lui sur certaines réalités qu'on a tendance à oublier, pourquoi pas en bull run, mais qui se rappellent très vite à nous en bear market et surtout dans le contexte actuel. Donc déjà, je voulais peut-être commencer en faisant un point sur l'état d'esprit qu'on peut avoir, comment on se sent par rapport aux nouvelles, par rapport au marché, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être aussi important, qu'on parle pas forcément, mais je pense que c'est intéressant d'échanger là-dessus parce que on a vu plusieurs fois des personnes nous dire bah, c'est difficile pour nous, on a besoin d'échanger, on n'a pas forcément quelqu'un, donc aider ou des fois écouter deux personnes échanger sur ces sujets-là, ça peut aider des personnes. Donc je voulais commencer en demandant où tu te situes toi par rapport au niveau émotionnel, par rapport au marché des crypto-monnaies spécifiquement, par rapport à tes investissements. Donc commencer par ouvrir là-dessus, quoi. Ouais, alors moi, de toute façon, ça a toujours été, une règle d'or, chez moi, tu vois? La gestion de risque, le fait de pas investir plus d'argent que ce que tu peux te permettre de perdre, comprendre les projets dans lesquels tu as investi, comprendre aussi la volatilité extrême qu'on peut retrouver sur la crypto et puis plus on va descendre sur, des projets sur CoinMarketCap, bah, plus on va au chercher du risque et plus on va aller aussi, peut-être obtenir des rendements plus conséquents. Et donc tout ça, en fait, je l'ai pris en compte. J'ai pas commencé à investir en regardant 3 vidéos sur YouTube. Et c'est surtout pas non plus mon premier bear market, hein. Aujourd'hui, ça va être mon second. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà connu, avec quelques exceptions, et je pense que tu en parleras aussi un petit peu plus tard. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est sûr qu'en bear market, quand tu as du vrai argent qui est investi, et puis peut-être que tu as suivi tout un tas de projets, tu t'es renseigné, en fait, tu as toujours l'impression que plus tu vas faire de travail, plus tu vas faire des recherches, surtout en bear market, plus ça va être une manière pour toi de compenser éventuellement les pertes et plus ça pourrait éventuellement te permettre de limiter les dégâts sur ces périodes-là. En fait, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau te renseigner autant que tu veux en bear market, tu as beau essayer de rechercher toutes les stratégies de farming, les nouveaux projets qui se listent et tout, si le marché n'a pas repris une tendance haussière durable, de toute façon, ça ne changera rien et c'est pas ce travail-là qui changera quoi que ce soit pardon, au niveau des performances du portefeuille. Par contre, ça ne veut pas dire que ce travail-là, sur les 3, 4 prochaines années, n'aura aucun impact. Bien évidemment que si tu te renseignes, tu apprends, apprends à faire une analyse fondamentale, de l'analyse technique, de l'analyse on-chain et tout, c'est sûr que tout ça, ça va permettre de s'additionner et préparer pour le mieux le bull run qui arrivera à un moment donné ou à un autre. Parce que ça, on est unanime là-dessus. On n'est pas convaincu que les cycles de 4 ans qui sont intercalés, que les épisodes de halving continueront de cette manière-là. Moi, je ne fais pas du tout partie de cette école là-dessus. J'avais déjà expliqué pourquoi. Mais je pense que un bull run, de toute façon, dans les prochaines années, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peu importe. Et à un moment donné, le marché crypto reprendra une tendance haussière. Et à un moment donné, quand ça arrivera, il faut justement avoir des billes là-dessus et être capable de gérer correctement son portefeuille, avoir les bonnes compétences, etc. Et du coup, moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai. Donc, j'ai accepté à partir du moment où j'ai placé mon capital de subir en fait cette volatilité. J'ai retiré aussi, j'ai eu la possibilité de gagner de l'argent aussi lors du précédent bull run. Donc tout ça, en fait, fait que je suis dans une position, je pense, plus spécifique que certaines personnes qui sont rentrées plus tard, qui sont rentrées, tu vois, par exemple, sur 2021 et qui ont acheté en fait le top. Et qui là, pour eux, donc ils ont acheté le top et ils se tapent des fois une volatilité. Alors sur du Bitcoin et de l'Ether, on est sur du, je sais pas, Bitcoin c'était 80, 82%, sur de l'Ether c'était un peu plus, mais sur des altcoins beaucoup plus spéculatifs, là oui, on peut descendre sur du 95, 97, 99%, et la majorité des altcoins ne remontent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aussi dans la crypto, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, Diamond End, il faut pas vendre, buy and hold et c'est bon, on va garder nos cryptos en bear market. Et si tu vends, en fait, tu es un pourri parce que tu es une paper end et tu pas gardé tes positions comme ça sur le long terme, donc tu fais pas vraiment partie de la communauté. Ça, pour moi, c'est du gros bullshit parce que quand tu comprends derrière que la grosse majorité des altcoins ne remontent pas ou ne redépassent pas leur précédent plus haut lors du cycle qui suit, bah, en fait, prendre des bénéfices à un moment donné, c'est aussi une part de gestion de risque.
Et la crypto, en fait, c'est que ça. Même l'investissement, c'est que ça. Donc tous ceux qui disent voilà, il faut faire des gros lean, faire du gros buy and hold parce que forcément, si j'investis sur 5 ans ou 7 ans, je serai forcément positif, bah c'est pas le cas. Voilà. Des mauvaises nouvelles, il y en a beaucoup. Et l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on a à la fois la casquette investisseur, mais on a aussi la casquette créateur de contenu. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah, en fait, il y a surtout beaucoup de mauvaises nouvelles. Et même des bonnes nouvelles, quand il y en a, que ce soit par exemple les ETF spot Bitcoin, dont un qui a été approuvé dernièrement en Europe, et puis bah, toutes les grosses structures qui aujourd'hui souhaitent enregistrer des ETF Bitcoin spot, comme par exemple BlackRock et puis d'autres grosses structures comme ça. Alors, en fait, ça a fait un bruit pendant une semaine, 2 semaines, mais après, ça n'a absolument pas eu les mêmes répercussions que lorsqu'Elon Musk avait annoncé sur le début de l'année 2021 que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard en fait, de dollars exprimés en Bitcoin. Parce que la dynamique n'était pas la même, parce que beaucoup de gens qui étaient sur le marché se sont fait rincer. Hein, et ça, c'est la réalité qu'il y a dans la crypto. La majorité des participants perdent de l'argent en crypto. Pour autant, vous allez entendre parler tout le temps du mec ou de la personne qui a gagné plusieurs millions en investissant sur un shitcoin par-ci par-là. Et donc ça, on va considérer que c'est la réalité, que nous aussi, on sera capable de reproduire cette chose-là. Et la réalité est complètement autre. Et malheureusement, bah, la majorité des personnes perdent de l'argent, mais quand tu perds de l'argent, quand tu t'es fait hacker, quand tu as subi des pertes, par exemple avec FTX, Celsius, BlockFi et tout ça, c'est des gens qui, pour autant, faisaient partie de l'écosystème crypto et qui se sont fait brûler. Et ces gens-là, ils vont pas le crier sur tous les toits parce qu'il y a une certaine honte aussi à ça. Pourtant, c'est la majorité des gens qui sont dedans qui se font malheureusement rincer, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on cache aux gens ce côté-là qui pourtant est bien présent. Et nous, tu vois, on essaye de montrer aussi qu'il y a des opportunités super intéressantes avec la crypto. Ça peut être un accélérateur financier si tu fais les choses correctement, mais ça peut être aussi un frein énorme pour atteindre peut-être ton indépendance ou ta liberté financière, parce que si tu investis, il t'a fallu, je sais pas, 5 ans, 6 ans pour épargner X montant en euros et que tu foires un cycle ou que tu investis comme ça basiquement sur quelques cryptos qui remontent jamais, bah en fait, c'est 6-7 ans d'épargne, il va falloir les retravailler pour pouvoir les récupérer. Et c'est pas du tout la même paire de manches, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, je pense que émotionnellement, moi, quand on est en bear, ça fait pas forcément plaisir, mais l'ayant déjà connu, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Et je pense que quand on est nouveau, bah, on est obligé de passer par là. Et l'avantage de la crypto, c'est qu'on est quand même sur des cycles relativement rapides, même bien plus rapides que ce qu'on peut avoir à côté. Et faut pas croire, mais quand on est en bull, en fait, on a l'impression que le bull va durer éternellement. C'est pour ça que quand on était en 2021, il y avait plein de gens qui disaient c'est bon, le Bitcoin il est à 68 000, 65 000, il va remonter à 100 000 parce qu'il y a encore une phase euphorie qu'on va avoir à la fin de l'année 2021, ce qui n'est jamais finalement arrivé. Et en bear market, ça commence à peser parce que tous les jours, on voit le portefeuille qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et pareil, là, on a l'impression que ça va durer éternellement jusqu'au moment où le marché se retourne, parce qu'à un moment donné, il va aussi se retourner, quoi. Ouais, tout à fait. Après, moi, pour compléter un petit peu en commençant aussi par la partie émotionnelle, on a des opinions très similaires. Juste, je voulais rajouter aussi, rappeler, de par l'expérience, que on s'y intéresse à peu près au même niveau, donc plutôt fin 2018, début 2019. Donc, en comprenant qu'on était quand même en bear market, en regardant l'historique, tout ce qui était arrivé par le passé. Mais du coup, on a pu quand même se former tranquillement pendant le bear market, qui reste une période tout à fait super pour se former, apprendre des nouveaux trucs, mettre en place sa stratégie pour la suite. Mais moi, ce que j'ai noté la différence, c'était quand même le fait d'arriver sur une deuxième partie de bear market avec les plus bas qui venaient juste d'arriver ou voilà dans ces eaux-là, et pouvoir avoir eu la chance, parce que concrètement, par hasard un petit peu, pouvoir se former à ces moments-là, commencer à investir à ce moment-là et avoir des résultats qui arrivent en suivant dans quelques mois, quelques années, parce qu'on chope le début du bull run et du coup commence à prendre des profits, commence à pouvoir mettre en place toutes les stratégies qu'on avait pensées au préalable. Et du coup, redescendre en ayant commencé par un bear market, connaître le bull run. Et là, on reconnaît un bear market qui commence à devenir très très long quand même, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a quand même cette différence je commence dans un bear market en n'ayant pas d'exposition
donc pas vraiment de peau ou pas vraiment financièrement et émotionnellement impliqué dans la crypto-monnaie, à avoir connu le potentiel, le plein potentiel, même j'ai envie de dire, de cette classe d'actifs, et du coup avoir conservé quand même quelques positions, avoir pris des profits, mais avoir quand même être investi pour le coup, mais financièrement et émotionnellement dans le jeu, c'est quand même une différence. Après, et on le mitige, je pense, tous les deux, en ayant quand même une base de connaissances, je l'espère, assez solide, et en ayant voilà, une bonne gestion du risque, en ayant quand même pris des profits, voilà, pas s'être fait avoir sur tous les tableaux, mais c'est quand même plus impliquant, et c'est vrai que ça peut peser un peu sur le moral, et donc on comprend tout à fait, parce qu'il y a des jours, c'est vraiment pas facile. Et puis dernièrement, en plus, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a quand même quelques nouvelles, elles sont souvent mauvaises. Moi, ce que j'avais l'impression l'année dernière, donc 2022, c'était surtout des grosses mauvaises nouvelles, mais du coup, tu avais des sagas, saga Celsius, la saga FTX, où FTX. Ça nous avait occupé pendant plusieurs mois avec des rebondissements, des trucs de fou. Bon, c'était pas du tout des bonnes nouvelles, mais il y avait quand même des nouvelles, des feuilletons. Là, actuellement, il y a quelques bonnes nouvelles, mais je pense qu'ils prendront, dont on aura l'ampleur un peu plus durant la phase de bull run, parce qu'il y a des projets qui continuent d'avancer, hein. C'est juste que bon, ça passe totalement inaperçu, des second layers, des roll-up, des zero knowledge, des choses qui se font à droite à gauche, même dans la GameFi. Bon, c'est pas non plus des énormes nouvelles, mais je pense que ça, comme on en a aussi parlé dans les narratives, ou quelles seront les prochaines opportunités sur les prochains cycles. Bon, il y a quelques pistes qu'on a évoquées sur d'autres vidéos. Je pense que il y a des choses qui avancent dans ce sens-là, donc on en aura l'ampleur de tout ça durant le prochain bull run. Et après, sur le côté mauvaise nouvelle, on a encore les réminiscences, les séquelles d'FTX, avec voilà, SBF qui demande des trucs depuis la prison, à chaque fois un peu plus, on a envie de le tarter, quoi. Et après, t'as des vieux rug pools, voilà, les seuls trucs qui pump un peu, c'est des vieux shitcoins qui se font rugger au bout de 2 semaines, donc ça monte, tout le monde en parle, et puis ils se font rugger. Et surtout aussi un côté un peu délétère de l'écosystème qui n'était pas forcément, je l'avais pas forcément vécu comme ça lors du dernier bear market, mais c'est qu'en fait les différentes communautés qui se bouffent entre elles et qu'il n'y a aucune nouvelle, tu vois, les gens ils sont pas alors moi je pensais que c'était, tu vois, en bear market c'était plus les puristes, ou ceux qui étaient plus impliqués dans la crypto-monnaie, mais pour faire avancer les choses, pour voilà s'informer et discuter de manière constructive. Sur ce cycle-là, j'ai un peu l'impression, voilà, que les gens se bouffent entre eux, les communautés, dès qu'il n'y a aucune nouvelle. J'ai l'impression qu'avoir des mauvaises nouvelles, au moins les gens, ils pouvaient discuter cette mauvaise nouvelle et dire comment on va s'en sortir. Moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Quand il y a vraiment rien du tout qui se passe sur des projets, en fait, j'ai l'impression que les communautés se bouffent. Enfin, les personnes, les influenceurs qui font partie de cette communauté ont tendance un peu à se bouffer entre eux, parce que pour faire un peu de buzz, pour faire un peu de contenu, à part des techniques classiques, quoi, essayer de faire un peu de clash avec d'autres créateurs de contenu, ou en essayant de faire des prédictions, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. Et c'est un peu symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas vraiment de nouvelles, et du coup ça stagne un peu, avec les conséquences que ça peut avoir, avec des personnes voilà, qui se tirent la bourre, avec du contenu qui n'est pas forcément très intéressant. Donc c'est un peu compliqué dans ce sens-là, même si tu peux continuer d'avancer et tout. C'est vrai que bon, c'est bien sûr, on attend tous le bull run, que ça reparte avec des choses un peu plus intéressantes et un peu plus voilà, stimulantes à se mettre sous la dent, mais c'est aussi la réalité. Et ça, je pense que c'est important de le faire remarquer. On dit toujours le bear market, voilà, il faut attendre et tout. Quand on est vraiment dedans, qu'on est impliqué, qu'on a envie que ça avance et tout, des fois c'est compliqué. Quand tu l'as pas vécu, quand tu l'as pas vécu, de toute façon tu peux pas savoir ce que ça fait. Et comme tu dis, hein, si tu n'as pas investi de l'argent, que tu arrives à peu près au bon moment, que tu n'as pas subi une volatilité importante sur ton portefeuille, c'est pas la même chose que si tu as investi et tu subis en fait toute la baisse. Tu as vu ton portefeuille augmenter et tu subis après toute la baisse, la période d'accumulation pour après peut-être pouvoir réaugmenter. Parce qu'en fait derrière, ce qui va rentrer, c'est le côté un peu, tu vois, espérance. Parce que tu vois des fois des petits pumps, hein, ça se fait jamais en ligne droite, ça descend jamais d'un coup, ça remonte jamais comme ça d'un coup. Il y a toujours des vagues. Et donc, quand tu arrives en période de bear market, si c'est le premier bear market, tu vas avoir des vagues comme ça va descendre, puis d'un coup ça va augmenter, tu vas avoir une nouvelle espérance, tu vas dire ah oui c'est bon, c'est en train de repartir, mon portefeuille va augmenter, puis après paf ça va redescendre, et c'est long en fait comme process. Là ça fait plusieurs années qu'on est en bear,
Et si tu as ton portefeuille qui avait X montant, par exemple, sur 2021, à chaque fois qu'il y a une hausse, tu vas avoir ce côté espérance et espoir qui va reprendre un petit peu le dessus si jamais tu es attaché émotionnellement peut-être à certains projets. Et dès que ça va rebaisser, peut-être sur plusieurs mois, tu vas redescendre encore plus bas que le niveau que tu avais pu atteindre avec cette deuxième vague de hausse à un moment donné. Et quand tu vois ton portefeuille qui a fait peut-être, je sais pas, on va dire 300% sur cette vague de hausse et que 6 mois après, tu as encore attendu, tu dis c'est bon, c'est reparti, et puis 6 mois après, tu es descendu bien plus bas, bah en fait, sur les 6 mois, tu as nourri en fait cette espérance tous les jours pour peu que tu réactualises ton portefeuille à chaque fois. Et c'est ça en fait qui est le plus difficile au niveau de l'aspect émotionnel, parce que déjà, même les news positives ont très très peu d'impact sur le marché. Le travail que tu vas effectuer sur ta formation, sur l'apprentissage, sur la découverte peut-être de nouveaux projets, de nouvelles stratégies, ça ne va pas avoir un impact ou très très peu sur tes performances sur le court terme, en tout cas sur ces périodes de bear market. Donc en fait, tu as l'impression que tu es complètement dépourvu. En fait, tu as juste à attendre. Et tu as juste pour peu que tu n'as pas pu prendre de bénéfices et qu'aujourd'hui tu sens en perte, tu peux faire quoi? Tu vas vendre à perte? Beaucoup de gens ont énormément de mal à ça. Mais des fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, de vendre à perte. Si tu as un projet qui est arrêté, les développeurs sont partis, et je rappelle quand même que la grosse majorité des altcoins ne remontent jamais à leur précédent plus haut en fonction des différents cycles. Donc des fois, accepter une perte pour me repartir sur un nouveau bull run, c'est peut-être pas forcément la pire des choses à faire, même des fois c'est la meilleure des choses à faire. Mais du coup, émotionnellement, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a tendance en bear market à vouloir faire encore plus de choses. C'est vrai que tu as des personnes en boule en 2021, ils font moi je fais du buy and hold, et puis quand ça arrive en 2022, 2023, ils commencent à vouloir faire du flipping de NFT, ils commencent à vouloir faire du trading, ils commencent à vouloir faire de l'effet de levier, ils commencent à vouloir faire du farming, de liquidité, du yield farming un peu de partout. Et en fait, c'est là où tu te crames parce que tu as l'impression qu'il faut être actif en bear market. Alors qu'en fait, pas du tout. En bear market, il y a très peu de choses que tu peux faire pour récupérer les pertes que tu auras pu avoir durant toute la baisse, et que de toute façon, tant que le marché n'aura pas repris sur une tendance haussière et durable, je parle bien de durable, pas sur une simple news, vraiment sur une tendance haussière et durable, ton portefeuille, il fera du surplace, voire il continuera de baisser. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire en fait en bear market, c'est déjà comprendre ses erreurs. Si on est trop investi émotionnellement sur des projets et qu'on n'arrive pas à endormir la nuit et qu'on réactualise notre portefeuille toutes les 5 minutes, c'est que là, visiblement, il y a un problème dans la gestion de risque et dans ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quelque chose à corriger. Et ensuite, une fois qu'on a compris là d'où venaient nos erreurs, peut-être établir les socles solides pour le prochain cycle haussier, parce qu'il y en aura un autre à un moment donné, ça peut être sur 2024, 2025, 2026, peu importe, on s'en fout, mais à un moment donné, il va y avoir de nouveau un cycle, parce que les cryptos sont là pour rester et elles feront partie intégrante de nos vies. Mais une fois qu'on aura justement établi cette approche et ces bases solides, ben ça va nous permettre d'être beaucoup plus serein et d'apprendre justement de nos erreurs pour éviter de refaire ça par la suite. Je terminerai mon propos en parlant aussi d'un point important, et tu verras si tu voudras rebondir dessus. C'est attention aussi au scénario que vous allez privilégier, et surtout la théorie, ou j'appelle ça plutôt le mythe en fait des cycles de 4 ans. En crypto, beaucoup de gens vont vous dire, et nous on en a parlé aussi, de ce cycle de 4 ans. Et c'est vrai que historiquement parlant, à chaque fois, on voit qu'on a 2 années à peu près, enfin 1 année et demie de bull market, 1 année d'accumulation, puis à peu près 1 an ou 2 ans de bear market. Et en général, ça se suit. Et c'est intercalé à chaque fois par des épisodes de halving. Et donc en fait, on a l'impression que dans la crypto, contrairement à toutes les autres classes d'actifs, c'est pas le cas. Il n'y a vraiment qu'en crypto, parce que c'est inscrit sur le code en dur, donc on sait qu'il va y avoir un halving. Et beaucoup de gens vont calquer en fait leur investissement que par rapport à ce halving et par rapport en fait à ces cycles de 4 ans. Ils se disent, bah voilà, moi j'ai vécu 2 années de bear market, là on est sur une période d'accumulation, donc sur 2024 et 2025, ça devrait être potentiellement le bull run. Et c'est possible que ça se passe comme ça. Moi, j'invite quand même les gens à être très vigilants là-dessus, parce que dans tous les investissements, ça comporte des risques, et on est incapable aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer. Il n'y a que dans la crypto où en fait on a l'impression qu'on est capable de prédire ce qui va se passer, et à partir du moment où tu commences à penser que tu seras capable de prédire ce qui risque de se passer, tu élimines le risque.
Tu élimines le risque parce que tu dis de toute façon, là, je suis en bear, donc j'achète là. Forcément, il va y avoir un bull run 2024-2025. Donc, si c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin, tu en as peut-être besoin sur 2026 ou 2027, tu te dis, bah, vas-y, moi, je vais l'investir là, sur 2024-2025. Forcément, il va y avoir un bull run. Et si ça ne se passe pas comme prévu? Et si à un moment donné, ce cycle de 4 ans, il ne dure pas 4 ans, parce que maintenant, on est sur un écosystème beaucoup plus mature. Et puis, on a connu que le Bitcoin, en tout cas, a connu qu'une politique jusqu'à présent, hein, de manière générale, avec que des taux d'intérêt négatifs ou des taux d'intérêt extrêmement bas, avec de l'argent imprimé comme ça à foison, avec un quantitative easing qui crève les plafonds. C'est très lié aujourd'hui au marché financier qu'on connaît, le S&P 500, la bourse même de manière générale. Donc, si demain, on part en récession économique, si demain, on a le pivot de la Fed, ou s'il n'y a pas de pivot, on continue d'augmenter, on continue d'augmenter, on continue d'augmenter, est-ce que réellement, on sera encore sur un cycle de 4 ans? Qu'on ait le halving ou pas, hein, ça peut être un catalyseur, le halving, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, si tu as un halving et que derrière, la Fed baisse pas les taux, il n'y a pas eu le pivot, il n'y a pas d'argent facile, on part en récession économique de partout, les marchés financiers vont pas bien, je ne vois pas le marché crypto en fait se décorréler de ce qui se passe à côté. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça et d'éviter de penser que c'est un acquis, en fait, de se dire, tiens, il y a le halving en 2024, oui, il y a le buy the rumor, sell the news, on sait qu'au moment où il va y avoir le halving, il va y avoir une baisse comme à chaque fois. En fait, on a l'impression que c'est déjà tout précalculé, en fait, parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé par le passé. Donc déjà, qu'est-ce qui empêche les gens à front-run, en fait, le modèle, hein, c'est ce qui s'est passé un peu avec le modèle du stock to flow qui a foiré complètement lors du précédent bull run. Tout le monde disait c'est bon, selon le modèle, ça avait marché sur 2017, 2013 et tout, donc là on est censé dépasser un bitcoin à 100 000 $, ça a complètement foiré. Qu'est-ce qui nous dit que là, cette fois-ci, ça ne sera pas exactement la même chose et qu'on n'ait pas en fait une phase euphorique qui arrive bien plus tôt que prévu, par exemple sur 2024, tu as le halving et puis rapidement après, paf, tu as une phase euphorique, on dépasse notre précédent plus haut avec le bitcoin. Et puis après, pendant 3 ans, 4 ans, gros bear market. Et 2025, on est en gros bear market parce que la phase euphorique, il y aura eu un pic, une vague, et ensuite un gros bear market pendant 5 ans. Qu'est-ce qui empêche en fait en réalité de faire ça? Si tu regardes historiquement parlant ce qui s'est passé, ça peut donner des idées, ce qui pourrait potentiellement arriver par la suite. Mais à chaque fois, les cycles sont quand même relativement différents d'une certaine manière. Tu vois, le cycle précédent, on s'attendait tous à avoir une dernière vague comme celle qu'on avait pu avoir en 2017 sur la fin de l'année 2021, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu cette blow-off top qu'on appelle aussi en anglais cette phase vraiment euphorique et qui permettrait et qui aurait permis peut-être d'atteindre les 100 000 $ si jamais ça avait été le cas. Résultat, on a eu un double top presque. 65 000 et 69 000 pour le double top. On n'avait pas eu ça en 2017. Même en 2013, il y a eu 2 pics, mais ça n'a pas été le double pic qu'on a pu avoir en 2021. Donc c'est toujours, ça rime quand même les cycles, mais c'est toujours différent d'une certaine manière. Donc attention de ce côté acquis, de vous dire c'est bon, j'investis maintenant, il y aura le halving sur 2024, donc en 2024 ça va commencer à repartir et 2025 c'est bon, c'est sûr, c'est le bull run, c'est l'euphorie. Beaucoup de gens sont dans cette dynamique. 90-95% des gens sur Twitter, sur la crypto, ils pensent comme ça. Et regardez ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un consensus dans l'investissement de manière générale. À chaque fois, ça pue, à chaque fois, ça se passe jamais comme prévu, et à chaque fois, la majorité se fait rincer. Et il est possible que cette fois-ci, ça soit exactement la même chose. Il est possible que cette fois-ci, on ait un cycle qui soit encore un petit peu différent, voire peut-être qu'il soit de plus en plus long, parce que le marché aussi est de plus en plus mature, donc il faut de plus en plus d'énergie économique pour faire varier aussi le marché, et notamment le prix du Bitcoin et de l'Ether. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai parlé encore pendant des plombs. Non, mais c'est intéressant, et on va rebondir, donc on va peut-être même être amené à continuer sur cette partie-là, mais ça c'est aussi un des gros apprentissages. Suivre les modèles, suivre les prédictions. Là, pour le moment, les schémas narratifs, les prédictions de prix, ça s'est quand même grandement calmé. Après, bon, il y a quand même des fois, de temps en temps, un gérant de fonds qui fait une sortie à 300 000, à 150 000 avec des si, alors 150, alors 300, alors machin, à telle date. Donc, ça continue, bien sûr, parce que voilà, ça fait... Quand il n'y a pas grand-chose à dire, tu t'inventes des trucs dans ta tête. Hein, tu peux dire, s'il se passe ça, alors il se passera ça. Mais après, je te rejoins totalement. Et c'est vrai que ça a été aussi un de mes gros apprentissages. Surtout quand tu es débutant, c'est hyper rassurant de savoir qu'il y a des modèles prédictifs avec des prix qui vont sûrement être atteints, que ça a marché par le passé. Et en fait, tu te rends compte que comme c'est basé sur les modèles du passé et que l'environnement il a tout à fait changé, ça marche pas, quoi. Le truc il est pété. Donc tu peux l'ajuster pour que ça colle bien avec les cycles passés, que le truc soit au plus près de ce qui s'est passé, parce que tu as les données en main et tu peux faire en sorte que
contemplant telle variable ou pas, ça soit plus joli, mais tu sais pas du tout, ça c'est pas du tout adéquat pour prévoir le futur. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux se recentrer sur tes objectifs à toi, comprendre qu'il y a certains événements qui sont quand même bullish et d'autres plutôt bearish. Et je t'en rejoins tout à fait, tant qu'il n'y aura pas le pivot de la Fed, c'est un peu fou de penser qu'on aura un bull run assez soutenu. Il y a d'autres événements qui peuvent être bullish à court terme, bearish sur le long terme. Le TF, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Hein. Ça peut driver l'adoption des institutionnels, ça peut faire plomber le prix, mais après, du coup, ça peut faire qu'on aurait une atténuation. Enfin, on l'avait traité dans la vidéo, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse ce point-là. Mais dans tous les cas, voilà, on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer et il faut bien en être conscient par rapport à ça et adapter ses objectifs, comme tu l'as dit aussi, par rapport à ça. Alors, je me répète un peu, mais bon, peut-être qu'il faut pas, si on espère un x10, est-ce qu'avec un x2, x3, ça me convient? Est-ce que si ça passe pas comme prévu, je m'en sors bien aussi? Parce que, comme tu l'as dit, et pour en rajouter un peu aussi, on va dans un monde où c'est de plus en plus imprévisible. Ça m'étonnerait très fortement qu'on ait le même cycle qu'en 2021, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait eu la pandémie, on avait eu le quoi qu'il en coûte, on avait eu de l'impression monétaire, il y avait des taux négatifs, et, il y a des trillions qui étaient imprimés, il y avait de l'argent, enfin des stimulus checks, ça a été un peu, voilà, c'était open bar niveau argent. Là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Donc, à voir comment ça va se passer, très certainement, on n'en sait rien, mais ça serait quand même un peu dangereux de penser que ça va être exactement le même cycle, parce qu'on voit bien qu'au niveau au niveau économie, au niveau macro, il y a plein de choses qui ont changé très fortement. On parle même, est-ce qu'on serait au début d'une prochaine crise économique encore plus forte que celle de 2018. Donc vous doutez bien que si jamais ça arrive, et ça peut arriver, hein, vu la macroéconomie, le montant de dette, on sait bien que ça va péter un jour ou l'autre. Encore une fois, les proportions, quand, comment, on ne sait pas, mais imaginons qu'on a le pivot de la Fed, imaginons qu'on a l'ETF qui est approuvé, donc on repart quand même sur des événements qui sont plutôt bullish à court moyen terme, mais que juste après on se tape une crise comme on a pu avoir avec certaines banques, voilà, comme en 2018, donc du jour au lendemain pour la personne lambda qui ne suit pas ça, ça va le tomber du jour au lendemain sur les infos, crise économique, machin fait faillite, telle banque fait faillite, ça va péter de partout. Vous doutez bien que ça va complètement... Quand tu dis 2018, tu dis vraiment 2018 ou 2008, ouais, c'est ça. 2008, oui, je me suis trompé. Si j'ai dit 2018, c'est que je me suis trompé. Oui, tu l'as dit 2 fois, 2018, et du coup, je me suis dit, mais tu parles de la crise des subprimes. Pardon, oui. Ouais, la crise des subprimes. Et après, comme on l'a vu aussi, certaines banques, Silicon Valley Bank, comme on l'a vu, ça se passe, une banque qui fait faillite, c'est du jour au lendemain. T'es pas au courant, et puis d'un jour, t'apprends que ça fait faillite, et ça s'enchaîne. Donc, s'il se passe ça, par exemple, ça peut atténuer complètement les événements bullish et repartir sur 2-3 ans de pire. Enfin, on n'en sait rien du tout. Et rajouter aussi que plus ça va avancer, et tant que ça commence à être dérégulé avec ce genre de choses, moins on sera capable de prédire l'avenir. Et je lisais un article intéressant justement sur les compagnies d'assurance, où là, c'est assez galère, parce qu'en fait, c'est quand même un business model qui est basé sur la gestion du risque. On pourrait dire que c'est l'investissement et tout, mais les assurances, c'est encore pire, parce qu'ils doivent quand même, pour chaque risque qu'ils couvrent, évaluer la probabilité, le pourcentage de personnes qui seront peut-être impliquées, et du coup arriver à proposer un tarif qui soit quand même avantageux, attractif, mais qui ne perd pas d'argent. Parce que si on a un produit à perte, c'est pas forcément rentable. Mais là, en plus, avec les catastrophes naturelles, notamment sur ce volet-là, tu vois, comment tu assures des catastrophes naturelles, des événements climatiques, où en fait, tu peux pas prévoir du tout le risque. Donc là, c'est hyper compliqué pour proposer des tarifs. C'est pour ça que les tarifs d'assurance montent, parce qu'en fait, ils sont plus forcément en capacité d'avoir des trucs solides pour se dire mais qu'est-ce qui se passera demain. Est-ce que si je mets la mensualité ou l'annuité, je sais pas, à 500 € pour couvrir tes risques, est-ce que je suis sûr qu'il va pas m'arriver, tu vois, je vais devoir couvrir des milliers de personnes parce qu'il va se passer un événement extrême, comme il peut se passer dans le marché financier. Et au final, la gestion du risque est assez compliquée. Et je le vois aussi par rapport aux investissements, tu vois, dans la valeur, type Benjamin Graham, non, si je ne me trompe pas, l'investisseur intelligent, avec des approches très rationnelles pour le coup, avec des P sur E de 15, où tu peux vraiment évaluer la valeur des entreprises dans le futur, où tu as des stratégies qui pouvaient marcher dans le passé. Là, actuellement, tu vois, je me dis c'est quand même assez compliqué d'appliquer des techniques qui marchaient dans le passé, où tu avais peut-être un peu plus de vision, où tu pouvais prévoir certains trucs. Moi, je me dis qu'il faut quand même aussi rentrer dans cette mentalité-là où, en fait, on ne sait rien du tout, et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc, il va falloir être quand même assez agile aussi dans sa manière de faire, dans sa manière de voir les choses. Et encore une fois, rester ouvert d'esprit pour saisir les opportunités et pas s'y accrocher, parce qu'il va falloir aussi savoir retourner sa veste rapidement, et ça va être de plus en plus dynamique. Je pense qu'il y aura
de ce fait-là aussi de beaucoup plus d'opportunités, mais ça va être, il va falloir être super réactif, super rapide pour les choper et switcher passer sur autre chose. Et on le voit aussi dans l'avancement des technologies. On pourrait parler des heures encore, tu vois, mais il y a l'IA, il y a il y a plein de choses qui vont faire que ça va s'accélérer, que ça va être encore plus imprévisible. Et du coup, bon, d'un côté, c'est hyper intéressant. Tu dis, il y a plein de trucs nouveaux, il y a des opportunités. Quand c'est tout, quand justement c'est pas plat, qu'il se passe des hauts, des bas, c'est là où tu chopes des opportunités. Mais d'un autre côté, tu as le côté incertitude qui pique quand même en étant humain. C'est normal, on aimerait bien être sûr de ce qui va se passer. Et c'est pas forcément tous les jours facile à gérer de se dire on sait pas trop ce que le futur nous réserve. Donc bon, il y a un peu ces deux côtés-là aussi. Je sais pas si tu voulais. Moi, je voulais rebondir sur un point aussi, c'est que sur Internet et puis même de manière générale, il y a toujours les deux côtés. Il y a les éternels optimistes et puis tu as les éternels pessimistes. Tu vois. Robert Kiyosaki, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours, tu vois, d'investisseur, entrepreneur et tout, avec les bouquins qu'il a pu écrire. C'est quelqu'un qui, depuis maintenant de nombreuses années, est passé complètement de l'autre côté. En fait, la crise va arriver, pire que crise que de 2008. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'il dit ça. D'ailleurs, il dit qu'il n'investit pas en bourse parce que il est convaincu que cette crise va arriver et il aura raison à un moment donné ou à un autre. Il y aura une crise parce que, pareil, comme dans la crypto, il y a des cycles. Les cycles sur les marchés financiers, c'est en général plus long que ce qu'on peut retrouver sur la crypto, mais ça existe. Et à un moment donné, il aura raison. Les plus gros perdants, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne Éternel étudiant où je montrais justement les chiffres et tout. Et les plus gros perdants, en fait, c'est ceux qui restent en cash. C'est ceux qui gardent leur argent à la banque en attendant la meilleure opportunité du siècle, en ayant tous les signaux au vert, une prochaine crise et tout. En fait, si tu attends la prochaine crise, que tu mets 20 ans pour arriver, que pendant 20 ans, tu as eu un cycle haussier, en investissant il y a 20 ans, tu auras eu un prix d'entrée qui sera nettement plus intéressant qu'en attendant 20 ans avec même un crack de 50, 60, 70%. Le plus bas de ce moment-là est plus haut que le plus haut que tu auras pu avoir, même si tu avais acheté au pire moment en fait, d'il y a 20 ans. Tu as loupé en fait toute la période de hausse. Et les plus grands perdants, en fait, c'est ceux qui n'investissent pas malheureusement. Et c'est là où je vais en venir aussi sur mon propos, c'est que une fois que tu as compris ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir du cash, qui se disent, en fait, dès que j'ai du cash, forcément, il faut que j'investisse tôt, il faut que je fasse mon DCA, il faut que je fasse mes trucs. Quand on est sur un marché haussier, même entre le DCA et la lump sum, donc la lump sum, c'est d'investir tout d'un coup, c'est même plus pertinent. Il y a plein d'études académiques qui le montrent que la lump sum est plus pertinente et plus rémunératrice sur le long terme que de faire un DCA, parce que si tu es sur un marché haussier sur 20 ans, par exemple, ton DCA, tu vas faire que lisser à la hausse ton coût d'achat. Donc ton prix moyen va faire qu'augmenter. Avec la lump sum, si tu rentres d'un coup, même si tu as une vision, tu vois, sur 20 ans, ton prix moyen sera plus bas que de faire ton DCA au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but, mais du coup, ça implique et ça pousse les gens à se dire, il ne faut pas que je garde du cash parce qu'il y a de l'inflation, parce que il faut investir, parce qu'il faut mettre en place les intérêts composés, que ce soit avec éventuellement la crypto, les marchés financiers ou peu importe. Et c'est là où il faut faire attention un petit peu au scénario aussi que vous allez privilégier, parce que vous vous rendez compte en fait peut-être du fait là et de l'intérêt d'avoir du cash dans des périodes de bear market comme celle qu'on voit aujourd'hui. Peut-être que des opportunités, vous en voyez plein. Malheureusement, vous avez peut-être tout utilisé sur 2021 ou peut-être à un moment donné et aujourd'hui, vous n'avez pas de cash. Et ça, c'est hyper frustrant parce que des fois, tu vois les opportunités, tu ne peux pas rentrer parce qu'on t'a dit, vas-y, il faut investir, il faut mettre en place les intérêts composés. Mais des fois, avoir du cash, si, tu vois, là, quand les gens qui ont investi sur 2021, on leur a dit, il faut investir, il faut placer votre argent. Avoir du cash, ça t'aurait évité peut-être de perdre 95, 97, 98% de sa valeur en 2 ans, tu vois. Et donc, en fait, souvent, on dit que c'est pour lutter en fait contre l'inflation et on t'incite à avoir peur d'avoir du cash en banque pour l'investir tout de suite. Mais des fois, c'est hyper contre-productif parce qu'avoir du cash, oui, tu vas peut-être perdre là avec l'inflation, je ne sais pas combien on est en ce moment, mais imagine qu'on soit à 10%, je crois que c'est absolument pas le cas, mais on va dire, imagine tu perds 10% sur une année, mais que ça te permet d'économiser le gros bear que tu as en crypto de 95-97% sur certains altcoins. En fait, tu es gagnant et tu peux rentrer avec un buy qui sera beaucoup plus conséquent éventuellement pour le prochain bull run. Et dans les scénarios à éviter de privilégier, en tout cas sur lesquels il faut faire attention, c'est que quand on a des personnes comme Robert Kiyosaki, comme également aussi Peter Schiff, toutes ces personnes-là en fait qui poussent d'une certaine manière les métaux précieux et le self-custody, un peu comme ce qu'on peut retrouver aussi dans la crypto, vont dire ne laissez rien dans les banques vont faire faillite, votre argent se fait dévaluer, il faut l'investir, il faut acheter des métaux précieux et tout. Si vous aviez suivi ces recommandations depuis le départ, en fait, avec les métaux précieux, sur 20 ans, vous auriez perdu de l'argent. Parce que, tu en avais parlé tout à l'heure, mais
les ETF, surtout avec les produits dérivés, on peut suppresser le prix d'un actif. Aujourd'hui, les métaux précieux devraient être à un prix bien plus conséquent que ceux qu'on a aujourd'hui. On est capable de suppresser un actif avec de l'or papier, des métaux papier. Donc ça, pareil, c'est un autre débat, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que attention aux personnes que vous allez suivre et qui vont vous faire peur, parce qu'on sait que faire peur, ça fait cliquer, ça fait réagir les gens. Ça rentre dans ce qui est aujourd'hui en ce moment, parce que les gens, ils sont dans un climat anxiogène, ils ont peur, ils n'ont pas envie d'investir, ils n'ont pas confiance aux politiques, ils n'ont pas confiance aux banques, ils n'ont pas confiance envers toutes les personnes qui nous entourent en fait aujourd'hui. Donc quand on va dans leur sens en leur disant mettez pas votre argent dans les banques, retirez tout, investissez, c'est pas forcément d'une certaine manière tout mauvais en soi, encore une fois, hein. Il y a à boire et à manger de partout, mais je pense que de voir du mal partout et de se dire il faut absolument pas que j'ai du cash en banque parce qu'il faut absolument que je l'investisse, ça peut être aussi contre-productif. Parce que si demain toutes les banques font faillite, ce qui n'a pas encore été, ça n'a encore jamais été le cas, hein. Il y a eu quelques banques qui ont fait faillite en 2008. Et puis de toute façon, quand on est sur des banques systémiques, hein, des grosses banques, de toute façon, on ne peut pas les laisser faire faillite parce que ça sera juste la bérésina en fait dans l'économie. Donc à un moment donné, il faut voir aussi où est-ce que le risque se situe et le manque d'opportunités que ça peut vous éviter en fait de saisir si jamais vous respectez ça à 100%. Si vous laissez même pas du fonds de sécurité sur votre compte en banque parce que vous voulez tout investir, parce que vous dites que la banque, elle peut faire faillite du jour au lendemain, je ne dis pas que ce risque-là n'existe pas, mais si vous faites ça à 100%, bah si demain vous avez une casse, vous avez un problème, c'est pas avec votre BTC que vous allez pouvoir payer aujourd'hui, je sais pas, les pneus de votre voiture ou ce que vous voulez. Et en plus de ça, il est possible aussi que dans des périodes opportunes comme celles qu'on a à l'heure actuelle, vous ayez besoin de cash pour pouvoir saisir ces opportunités. Et si vous ne l'avez pas, que vous avez déjà tout investi en fait sur les cryptos ou sur les marchés financiers, ça peut poser un problème. Avoir des stablecoins, ça peut être une manière aussi de vous protéger avec les problématiques liées aux stablecoins. Et voilà, en fait, je voulais vraiment parler de cet aspect-là parce qu'on a l'impression qu'il faut tout de suite, dès qu'on a du cash, il faut tout de suite investir. Oui, sur le long terme, par exemple sur les marchés financiers où on a un horizon d'investissement et on a surtout un historique de plus de 200 ans aujourd'hui en bourse, on est capable d'avoir un recul et de se dire bah, malgré les guerres, malgré les récessions économiques, malgré tout ce qui s'est passé, on a toujours eu une tendance haussière. La crypto, ça a 15 ans. Hein. La crypto, on n'a aucun recul aujourd'hui sur ce qui peut se passer. Certes, c'est prometteur. Certes, ça fera partie intégrante de nos vies, mais on ne sait pas en fait concrètement ce qui peut se passer. Et l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que vous pourriez potentiellement avoir dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, cet argent, vous l'avez. Et si un problème, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez surtout saisir des opportunités. Pour moi, c'est là le point vraiment le plus important à comprendre. Ouais, ben moi je vais rebondir là-dessus et après on clôturera parce que je pense que sinon la vidéo va être assez longue. Je vois un peu comme toi, surtout c'est pas le voir forcément comme un passif entre guillemets d'avoir de l'argent à la banque parce que tu sais que tu te fais dévaluer avec l'inflation, tu vois du pouvoir d'achat. Moi en ce moment je le vois plus comme un premium que je paye pour avoir des opportunités dans le futur. Parce que comme tu l'as dit, c'est ça, exactement. Ouais. Si t'as pas cette option-là, si t'as pas mis cette option si je paye un premium parce que je sais que je me fais dévaluer. Par contre, si je sais qu'il y a une opportunité qui se présente, je peux la saisir. La métaphore avec du joueur de baseball, t'as les balles qui passent, t'as les balles qui passent, t'as les balles qui passent, et il y en a une que tu vois, tu dis putain là, il faut vraiment que j'aille, je rentre un gros coup, et t'as la puissance de feu pour faire face, pour agir rapidement. Et sans problème. Et de l'autre côté, c'est aussi rassurant en période un peu voilà où c'est compliqué d'en avoir peut-être un peu plus de côté en très liquide, pas forcément même pour choper des opportunités, mais pour se dire voilà pour sa sérénité mentale, de se dire s'il se passe quoi que ce soit, bon même au niveau entreprise, au niveau situation personnelle, il peut se passer plein de choses, mais j'en ai un peu plus que de normal. Et ben écoute, au final, oui, je me fais un peu dévaluer sur cette partie-là de mes actifs, mais est-ce que c'est vraiment grave si je dors mieux la nuit? Donc il y a ça aussi. Et après, je voulais finir. C'est comme pour l'investissement. C'est pas forcément avoir du cash à la banque. Tu peux limiter les risques, tu peux te diversifier. Je pense notamment à des banques en ligne, à faire du multidevise. Il y a des banques en ligne qui le proposent de faire de l'investissement, d'obtenir d'autres devises. Je sais pas, en francs suisses, en autre monnaie. Pas forcément donner d'exemple, mais d'autres monnaies du monde. Peut-être pourquoi pas en dollars, en avoir un petit peu, même si on dit toujours le dollar, ça va se péter la gueule et tout. Gérer son risque et avoir plusieurs banques, pas forcément à l'international. Il y a aussi ça, bon, ça dépend où vous habitez, d'où vous regardez la vidéo, mais en France, il y a un peu cette impression que d'avoir un compte à l'étranger, c'est forcément faire de l'évasion fiscale. Non, il y a des règles, il faut les déclarer, il y a des choses à faire, mais c'est pas illégal. Vous pouvez tout à fait ouvrir un compte dans une banque
à l'étranger. Après, bien évidemment, renseignez-vous des lois par rapport à ça dans votre pays, que ce soit en France ou quoi, mais c'est pas forcément illégal et bien loin de ça, du moment où vous respectez la procédure. Il y a des choses à déclarer, bien évidemment. Il faut bien faire attention à tout ça, mais c'est pas illégal, c'est pas l'évasion fiscale, ça vous permet aussi de vous protéger et d'en avoir un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et du coup, s'il se passe quelque chose sur un pays, ben c'est comme pour l'investissement au final. Vous avez diversifié vos risques, vous avez d'autres devises. S'il y en a une qui part en superinflation, s'il y en a un autre qui va être dévalué, ben voilà, vous payez un peu plus de premium, mais vous êtes quand même protégé, vous avez quand même du cash. Et justement, si ça commence à se déréguler encore plus, vous aurez peut-être des opportunités que plein de gens n'auront pas d'en profiter. Donc voilà, je voulais clôturer là-dessus sur l'option cash. Je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu de pas mal de choses qui, j'espère, vous auront servi, fait réfléchir. Donc dites-nous en commentaire si ce type de vidéo continue de vous plaire, parce que je pense que c'est quand même le cas, ou si vous avez des sujets un peu comme ça que vous aimeriez qu'on traite, donc on le considérera peut-être pour de prochaines vidéos. Je vous mets comme d'habitude dans la description, premièrement, le lien vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, donc qui parle investissement, finances personnelles, mais aussi entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est des sujets comme on a peu parlé, mais bon, qui sont assez complémentaires. Et je vous mets aussi le lien vers mon ebook gratuit pour bien débuter dans la crypto-monnaie. En ces périodes de bear market, c'est le moment de prendre du temps pour se former. Donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous. À bientôt.